For me, research at the intersection of law and technology often starts with a very messy whiteboard. And in order to turn a messy whiteboard into a concrete project, such as a project on leveraging AI to enhance access to legal processes, you need 3 key ingredients: curious people, iterative thinking, and a lot of endurance. When curious minds come together, ideas spark, especially when people are willing to step out of their comfort zones. Research requires a lot of iteration, as well as time and space for unconventional ways to develop. Research is also not a linear process, but often requires out-of-the-box ideas that might lead nowhere. We sketch, argue, discard, refine, and that's how we start assembling the puzzle. Note, not everything works, and that's part of it. Research is as much about staying with the hard question as it is about finding answers. Dans mes disciplines d'expertise, l'action de l'État, le territoire ou les ressources naturelles, je conçois de nombreux projets de recherche dans une approche appliquée, inter- ou transdisciplinaire. Les questions de recherche se nourrissent alors de la pratique afin d'en saisir les enjeux juridiques dans une perspective analytique, voire une prospective et, autant que possible, innovante. J'expérimente ainsi 2 modes de formation de la recherche en droit dont le sens est strictement opposé. Le premier part d'un raisonnement juridique personnel que je confronte à la réalité du terrain et à la loi pour en tester la robustesse et en consolider la fiabilité. Le second part au contraire d'une situation concrète portée à ma connaissance, dont les implications en droit ne sont pas clairement identifiées, ne sont parfois même pas envisagées par les parties prenantes ou dont les contours sont encore à dessiner. La recherche consiste alors à identifier ces implications, à les comprendre et à en faire l'analyse, parfois en transcrivant cette dernière analyse sous une forme répondant aux besoins de collectivités publiques ou de personnes privées. Le point de départ d'un projet de recherche peut prendre des formes très diverses. Certains projets sont le fruit d'un long processus de réflexion au cours duquel un sujet est examiné sous des différents angles avant de se cristalliser progressivement en une question de recherche précise. D'autres naissent plutôt de manière opportunity-driven, par exemple grâce à des collaborations scientifiques ou par hasard. Une intuition soudaine, une observation inattendue ou une conversation inspirante peuvent suffire à développer une question de recherche prometteuse. Quelle que soit la manière dont ton projet prend forme, un élément demeure central, un intérêt personnel authentique pour la thématique. Seule une curiosité sincère et une motivation propre permettent de porter un projet dans la durée. Dans le cas des projets collaboratifs, s'ajoute un autre facteur essentiel. Au-delà de la thématique, il est important d'apprécier et de respecter les personnes avec lesquelles on choisit de travailler. Comment commence la recherche? J'ai tenté une petite analyse de mes propres travaux. Articles, chapitres, livres. Résultat, près de la moitié naissent d'une sollicitation extérieure, un tiers d'une initiative personnelle et le reste de projets collectifs ou de cas concrets. Cela indique que les incitations externes sont l'étincelle nécessaire et la plus importante pour déclencher notre recherche. Mais attention, recherche ne veut pas dire bonne recherche. Quand je regarde mes travaux les plus innovants, ceux qui apportent de manière substantielle à la compréhension et au développement du droit, plus de la moitié trouvent leur origine dans mon propre initiative. Une curiosité critique, le besoin de repenser un problème, le courage de proposer autre chose. La leçon, la bonne recherche a besoin de temps, de liberté et de créativité. Elle suppose qu'on ose quitter l'urgent pour se consacrer à l'important. Et c'est précisément au moment où la recherche commence que ces paramètres se décident.
Comment ont débuté mes projets de recherche? C'est une excellente question, c'est une question que je ne m'étais jamais vraiment posée moi-même. Et si je regarde notamment pour les grands projets de type FNS, PNR ou des bourses CEFRI pour des étudiants étrangers, c'est généralement pas moi qui les ai débutés et j'ai été invité sur ces projets par d'autres chercheurs. C'est confortable, c'est peut-être un peu fainéant de laisser les autres prendre l'initiative, mais on peut aussi voir ça comme un exercice de collaboration, de co-création. Alors généralement, ce n'est pas tombé non plus complètement du ciel, c'est parce qu'il y a eu avant une collaboration généralement informelle ou alors des services qui ont été rendus. Un collègue dans un autre domaine non juridique qui écrit un article et puis qui me pose une question. Puis ces échanges-là ont donné envie de travailler ensemble et à un moment donné, il y a un projet qui prend forme dans un domaine non juridique, généralement, mais on a toujours besoin d'un juriste quelque part. Et pour ça, c'est assez facile pour nous d'avoir un projet interdisciplinaire, pour autant d'être ouvert et puis d'accepter de s'adapter. Alors, l'inconvénient, parfois, ce n'est pas son projet qu'on a cadré exactement comme on le voulait. Le bon côté, c'est qu'on n'est pas seul. Et puis, au fond, quand on est un jeune chercheur, c'est aussi plus simple. On n'est pas seul à gérer ses premiers grands projets, à la fois pour le dépôt, pour la gestion des fonds, pour le recrutement. Et puis, personnellement, je trouve que c'est toujours très intéressant d'avoir des projets à plusieurs et d'autant plus de sortir un petit peu du monde juridique. Parallèlement à mes activités d'enseignement en droit pénal économique et procédure pénale, j'exerce également comme avocat au barreau depuis une vingtaine d'années. L'essentiel de mes mandats ont d'ailleurs trait à des affaires qui touchent à mes domaines d'enseignement. Cela permet non seulement de mettre en perspective la matière, mais donne également un éclairage précieux quant à la portée d'une institution juridique, les liens qu'elle entretient avec d'autres institutions et les éventuels problèmes d'interprétation qu'elle soulève. Tous ces éléments nourrissent et stimulent la réflexion juridique. Ils me servent également à identifier les sujets de mes recherches et publications. Par ailleurs, lorsque je m'interroge quant à l'étendue et le but d'une recherche, j'essaie non seulement de mesurer l'utilité qu'elle pourrait présenter pour la science juridique dans son ensemble, mais je m'efforce également d'anticiper des situations concrètes auxquelles les plaideurs et praticiennes du droit sont ou pourraient à l'avenir être confrontés dans le domaine considéré. J'essaye de mettre mon expérience d'avocat au profit de la recherche juridique et de mettre mes recherches au profit de la pratique du droit. Ok, comment on commence une recherche? C'est une bonne question. Pour moi, je dirais que ça commence souvent en lisant des choses qui n'ont rien à voir. Alors une chose que j'aime beaucoup est de piocher des idées dans des domaines très éloignés et après essayer de les combiner. À la base, c'est un peu comme une musique. Les Rolling Stones ont mélangé le blues et la country. Beyoncé a mêlé la country et le R&B dans son nouvel album Cowboy Carter pour vraiment créer quelque chose de nouveau. Et moi, j'essaie de faire pareil, bien sûr avec un peu moins de glamour, ça c'est clair. Mais je peux vous donner un exemple récent. Avec ma doctorante Debra Lanfranconi, nous avons utilisé un cadre théorique issu de l'évaluation réaliste, c'est le fameux CMO, ou Context Mechanism Outcome Framework, pour analyser la création des obstacles administratifs auxquels les femmes font face lorsqu'elles cherchent à accéder à l'avortement en Italie. Bref, ma recette, si j'ose dire, c'est d'injecter quelque chose de distant, d'inattendu dans un champ de recherche. Et bien sûr, parfois, ça ne donne rien, mais parfois, ça peut aussi ouvrir une nouvelle porte.